Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes le 1er janvier 2016 et comme c'est une période propice inaire pour les révélations et que je m'intéresse aux arts martiaux, j'ai appris que vous avez écrit un livre à ce propos mais que vous ne l'avez pas publié voilà, sur la mystification dans les arts martiaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas pu le publier? Donc oui, on m'a toujours dit que pour savoir le vrai, il faut connaître le faux. Et donc, pendant une quarantaine d'années, j'ai essayé de trouver la vérité sur les arts martiaux. J'ai bu tous les rapports, les définitions officielles et les histoires officielles que nous ont pondues nos fédérations. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que les gens qui sont patrons de fédération, pour une soixantaine d'années, ils ont été abreuvés à Docteur Justice. Ouais. C'est-à-dire que le karaté vient d'un maître qui tue les tigres à main nue, le jujitsu et le kiai viennent d'un maître chinois qui tuait des hérons perchés en haut des arbres avec un cri. Donc tous ces poncifs, toutes ces légendes-là sont devenues pratiquement maintenant des histoires officielles. Et à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas tous ces livres que l'on retrouve, il n'y avait pas tous les livres que j'ai dans cette bibliothèque, plus de 600 livres sur les arts martiaux. Et en fin de compte, j'ai fait, il y a 15 ans, une bonne dizaine d'années de recherche pour sortir voilà, ceci qui était l'étude sur les mystifications dans les arts martiaux, que j'ai envoyé à Henri Play, donc, qui correspondait avec moi depuis une bonne quinzaine d'années aussi, et qui m'a dit, comme disait Turgot, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Donc il me disait, méfie-toi, attends que je sois mort pour pouvoir publier ça si tu veux, et méfie-toi. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger à dire la vérité? Mais alors vous dites qu'en fin de compte, le développement de ces disciplines s'est fait autour de mythes, finalement, avec cette histoire de héron, tout ça. Et vous craignez qu'en dévoilant la vérité, des fédérations vous attaquent ou que leurs membres aillent contre vous? Alors les fédérations, je pense pas maintenant que des gens qui se sentent missionnés, qui se prennent pour des justiciers veuillent m'attaquer. Oui, ça fait 30 ans que ça arrive, c'est pas nouveau. Donc qu'on appelle des électrons libres, des personnes non contrôlables, oui, mais ce que je dis, vous le retrouvez sur Jujitsu Kano, où les personnages qui font du judo sont en costume de lutte. Hein, je monte à la caméra, ils sont avec un pantalon, avec une veste de lutte. Bon, il est connu que Jigoro Kano était un des premiers étrangers à parler bien anglais à son époque et à bien étudier la lutte gréco-romaine. Voilà, c'était un contemporain de Coubertin et de Hébert, Georges Hébert, et c'est quelqu'un qui était passionné de culture physique. Il était au ministère de la Culture, enfin de l'Éducation nationale, et c'était un passionné. Donc il a modernisé les écoles de Jiu-Jitsu, mais bon, pareil, ce que je dis sur le karaté, je ne l'ai pas inventé, vous le retrouvez dans ces éditions maintenant de Budo Édition. Rien n'est karaté jutsu. Premier livre de Kano qui est copié ici, hein, je veux dire pour la couverture, ça s'appelait Ryukyu Kenpo Karate Jutsu, par exemple, dans les années 21, je crois. Et Ryukyu Karate Jutsu veut dire technique chinoise, technique de boxe chinoise des îles Ryukyu. Donc, on ne parle pas d'art martial, on ne parle pas de quoi que ce soit, et même, voilà, tous les textes montrent que c'est parti autour de mythes, mais on va voir pourquoi en détail, si vous voulez. Et le judo n'est pas du judo, le karaté n'est pas du karaté, l'aïkido n'est pas du l'aïkido, et tous ces trois sports qui sont dans des fédérations sportives ne sont pas des arts martiaux. Alors déjà, j'en ai entre guillemets pour preuve un texte... c'est une conférence qui a été faite au consul de France à Tokyo, qu'il transmit au ministère des Affaires étrangères, et qui fut largement expurgée
édité mais expurgé sous le titre L'éducation du judo, et on est en octobre 1893, donc je n'invente rien, vous trouvez ça sur internet. J'aime bien parce que ça m'évite de rentrer dans les détails, où Jigoro Kano dit « Vous voulez connaître le véritable secret du judo ? Le judo tel que je l'ai conçu est une métaphore scientifique, il apporte une réponse précise à plusieurs problèmes actuels. » Alors je ne vais pas sortir tout le discours, je vais vous dire les premiers et la fin. Le premier, la préoccupation du peuple japonais et de son empereur qui a ouvert l'ère de la prospérité Meiji afin d'écraser les étrangers. Il convient tout d'abord de savoir céder, on est dans le principe du Joy, en utilisant la souplesse, c'est-à-dire la non-résistance, Ju, c'est-à-dire ouvrir les portes du Japon, accepter la technique étrangère afin de pouvoir la copier et de l'utiliser ainsi leur propre force, leur technologie, pour les culbuter, en dépensant un minimum d'énergie. Ce principe d'utilisation rationnelle de l'énergie, motivant la métaphore scientifique du judo, peut être ainsi appliqué à l'amélioration de l'activité d'affaires. Ça veut dire qu'en fin de compte, le judo a été développé en tant que principe scientifique pour absorber les techniques venues de l'étranger, les armes, tout ce qui était technicité, on va dire, technologie, armement, pour le retourner contre les étrangers. Et il parle aussi de l'amélioration de l'activité des affaires, c'est-à-dire qu'on utilisait le principe du judo, donc la non-résistance, et accepter la force, c'est-à-dire la technicité étrangère, pour contrer l'Occident. En effet, chaque pratiquant de judo formé à la méthode japonaise, ça c'est la fin du discours, et fier de l'être, serait plus favorable à l'acquisition de biens provenant directement de notre production nationale. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont faire du judo, du jiu-jitsu en Occident, eh ben, ils vont se retrouver désireux d'acquérir des biens japonais. De dormir sur un futon, sur des tatamis, d'acheter des affaires japonaises. Vous voyez, on a ça avec le taekwondo, où justement le taekwondo aux Jeux Olympiques de Séoul, aux Jeux Olympiques de Los Angeles, je crois que c'est en 84, il y a une démonstration à l'inauguration, ou à la cérémonie de clôture, je ne me souviens plus, avec des armées le mot est bien choisi, de professionnels du taekwondo qui ont fait des démonstrations. 4 ans après, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Séoul, où on leur a servi des démonstrations de taekwondo. Avant, personne n'avait jamais entendu pratiquement du taekwondo, et le taekwondo a été créé pour sortir, on peut dire, de l'esprit des gens que la Corée était simplement une ancienne colonie du Japon, que les Coréens étaient les esclaves et les chiens des Japonais, que tout ça pour vendre des voitures Daewoo, des réfrigérateurs, des Hyundai, vous savez, les voitures Hyundai, toutes ces choses-là. Donc c'est à but commercial, à but, on peut dire, redorer le blason de certains pays, comme Hatsumi, la première fois qu'il a fait des démonstrations aux États-Unis, il a dit « Je vais me prouver aux Occidentaux que les Japonais ne sont pas des singes jaunes », parce qu'ils avaient quand même ce sentiment d'infériorité, les Japonais. Il y a même un Japonais célèbre qui avait fait un livre prouvant, au début du XXe siècle, prouvant que la supériorité de la race blanche, en disant que les Japonais ne sont pas à leur hauteur. Et pour casser ça, donc c'est les gens qui étaient pour la Société des Nations, comme Nitobe, comme Kano d'ailleurs. Et donc je continue, l'éthique morale et physique développée par le judo en ferait un représentant honorable de notre civilisation. Alors je reprends. En effet, chaque pratiquant de judo formé à la méthode japonaise et fier de l'être, on parle des Occidentaux, serait plus favorable à l'acquisition de biens provenant directement de notre production nationale, donc acheter des produits japonais, donc c'est bon pour le business. L'éthique morale et physique développée par le judo en ferait un représentant honorable de notre civilisation, de notre culture et de nos produits vis-à-vis de ses compatriotes. Ça veut dire que chaque judoka était un promoteur du Japon et un bon représentant de la société japonaise qui allait en faire la publicité. Voilà. Et la métaphore scientifique du judo représente donc le fer de lance de notre implantation à l'étranger. Dans les années futures, cela n'a pas de prix. Alors, il est expliqué plus tard ou avant qu'en fin de compte, il faut surtout pas en parler, quoi. C'est comme ça, mais qu'il faut pas l'expliquer autant aux Occidentaux, quoi. Il faut pas trahir le secret. C'est le secret du judo. Est-ce qu'en fin de compte, cette technique qui a été mise en place par Kano, elle a été utilisée dans d'autres disciplines par la suite?
C'est-à-dire qu'on a vu ça avec le judo. Comme pour la promotion, bah oui, voilà. Par exemple, j'ai parlé du taekwondo. Maintenant, il y a eu les films ninja, il y a eu les films d'arts martiaux. Là où je comprends pas, c'est que Bruce Lee, qui détestait le karaté et les Japonais, à sa mort, on peut dire, il n'a pas fait exprès, mais l'empire du cinéma, avec les films de Bruce Lee, ont développé le karaté dans le monde entier, alors que lui-même détestait. Pour revenir au judo, justement, il y a eu par exemple, le judo vient du jujitsu, on dit, hein, par exemple, et il explique, par exemple, Jigoro Kano, sur un de ses livres que l'on retrouve dans le Jujitsu Kano et d'autres livres, des études qui ont été faites à partir des livres écrits par, d'ailleurs écrits, on voit ici, écrit en anglais par Jigoro Kano, hein, donc c'est son manuel qui a été écrit en anglais ici. Alors Jigoro Kano, vous le voyez bien, il n'est pas comme Maître Ueshiba, habillé en japonais, hein, c'est la mode occidentale à fond. Hein. Il dit que le Jujitsu était principalement utilisé durant des altercations qui avaient lieu dans les salons de thé et les maisons de prostitution, les salles de jeux et autres lieux de loisirs fréquentés par les gens du peuple. En gros, le principe était d'expliquer que tout ce qui était Bushido, tout ce qui était ancien système, les samouraïs, les armes, tout ça, il ne fallait plus en parler. Il y avait comment on peut dire, on arrêtait tout, comme j'expliquais dans une autre vidéo, on brûlait les temples zen, on brûlait les dojos, et on ne voulait plus en entendre parler. Et il fallait quelque chose de nouveau. Donc quelque chose de nouveau où Jigoro Kano a utilisé la lutte pour pouvoir, soi-disant, il a pris les techniques du Kitoryu et du Tenshin Shinryu, mais il a pris 80% quand même de la lutte. Et on parle, par exemple, qu'ils ont créé la Dai Nippon Butokukai en 1895 pour sauver un petit peu les valeurs des samouraïs. C'était un truc d'extrême droite. Hein. Mais en fin de compte, ça n'a pas suivi, quoi. Il y a un truc assez intéressant que j'avais noté aussi, où il expliquait que, malgré tous les efforts, je pense que je l'ai. Ah non, je ne le vois pas. En fin de compte, c'était pas le judo de Jigoro Kano qui était arrivé jusqu'à... Ah ben non, je ne l'ai pas, non, effectivement, il me le manque. C'était pas le judo de Jigoro Kano qui avait été exporté à l'étranger, en Occident, c'était l'esprit militariste du Jujitsu, quoi. C'est-à-dire l'esprit moderne de Jigoro Kano. Jigoro Kano avait fait un esprit pour faire du commerce, pour redorer le blason du Japon, et donc il en voulait pour faire l'éducation nationale une méthode, voilà, il n'y avait plus de soldats, il n'y avait plus de samouraïs, on rentrait dans un système qu'on ne connaissait pas. La France avait un système de culture physique pour éloigner les gens de l'alcoolisme et on peut dire de l'errance, hein, pour pas que les gens ne faisaient rien, quoi, mais bon, je pense que c'est là. Voilà. C'est l'imagerie des sports de combat telle qu'elle apparaît en France au XXe siècle, ne retient de l'histoire des arts martiaux japonais que le guerrier valeureux, héros des champs de bataille. C'est le Japon féodal et la philosophie zen qui vont alimenter des représentations fondées sur des symboles reconstruits, sans autre souci que le spectaculaire et le sensationnel, pour satisfaire un public qui projette des angoisses et des attentes issues d'une autre époque et d'un autre contexte. C'est ce Japon mythique qui comble les rêves et les pensées des pionniers du judo français. Les Français voulaient absolument quelque chose d'exotique, quelque chose de nouveau, en disant, enfin de nouveau en France. On allait chercher les secrets des samouraïs, on parlait du Bushido de Nitobe qui était écrit en 1900. Voilà, le Jujitsu de Kano, cependant, n'est pas en continuité, mais bien en rupture avec la tradition martiale. C'est-à-dire, on a dit, on va faire du judo, c'est la tradition japonaise, c'est la tradition martiale, alors que pas du tout. C'est l'inverse, en fait. C'est exactement l'inverse. L'originalité du judo est d'opposer moyens et finalités. Seul un nom nouveau permet une nouvelle destinée des techniques de combat au sein de la société japonaise. Le fondateur de judo déclare « Pourquoi j'appelle ceci judo au lieu de jujitsu ? Parce que ce que j'enseigne n'est pas seulement du jutsu,
Mais bien sûr, j'enseigne Jutsu, mais c'est un do. C'est-à-dire, c'était sur un principe que je voudrais insister, sur le do que je voudrais insister spécialement. À présent, il est commun pour les gens de dire, judo pour jujitsu. Mais avant que je commence à enseigner mon judo, le terme n'avait été adopté que par une seule école, la Jikishin Ryu. Il était très rarement utilisé parmi les autres écoles en vogue de jujitsu. C'est-à-dire que le Jikishin Ryu avait déjà une branche qui s'appelait judo. Ceci pour dire que non seulement le judo, le fondateur du judo dit « je n'enseigne pas un jutsu », puisque de toute façon c'était un moderniste et il ne voulait pas entendre parler de ça, autant, comme il s'appelle Funakoshi, quand il est arrivé au Japon en 1920, et dans une pension d'immigrés de 20 mètres carrés, il a commencé à enseigner un art de gymnastique chinoise, de boxe chinoise, basé sur les énergies, qui elle, n'était pas japonaise, hein, mais réservée aux immigrés. Autant, on va dire, ce n'était pas un art martial, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'armes. Hein, et comme on voit, si le jujitsu, déjà, qui était japonais, était surtout pratiqué dans les bordels, et dans ce qu'on appelle maison de thé, hein, c'est les bordels, tout simplement, et les bagarres de rue, tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer là-dedans avec des armes, et puis les gens du peuple n'avaient pas d'armes, donc ils se battaient à coups de poing. Comment les samouraïs, par exemple, auraient pu pratiquer du karaté amené au Japon en 1920, développé dans les années 30, alors que les samouraïs avaient disparu depuis 1870. Voilà, donc c'est un petit peu mélangé, mais le judo n'est pas du judo qu'on voit dans les compétitions. Alors le judo, en fin de compte, là j'ai encore d'autres textes de Georges Char, hein, qui expliquent qu'une des deux écoles de Jigoro Kano qu'a utilisé pour faire son judo était le Kitoryu, mais le Kitoryu venait d'une école chinoise, et que le deuxième école c'était Jikishin Ryu, qui venait aussi d'une école chinoise. Alors est-ce que si vous voulez je peux vous les citer, hein. Après, bon, c'est... La première école Jutsu était le Kitoryu. Or, les archives secrètes attestaient que sa fondation avait été faite de 3 samouraïs, Fukuno Ichiroemon, Isogai Jizozaremon, Miura Yojiomon, qui furent les disciples d'un dignitaire chinois du nom de Chen Wanping. Chen Genping, aussi orthographié en japonais par Kenpin ou Ganpin, arrivé au Japon en 1627. Qui aurait commencé son enseignement en 1658 par la transmission du fameux Koshiki no Kata, issu de la fameuse école de Shaolin. Donc en fin de compte, le judo viendrait d'une école qui viendrait de Shaolin. Et pareil pour quand il parle du Yoshinryu. Yoshinryu, c'est le cœur de Sol, hein, c'est le principe de la non-résistance. Créé par un médecin de Nagasaki, Akiyama Shirobei Yoshitoki, surnommé Yoshin Miura, qui avait étudié les formes chinoises de l'art souple des saisies pendant 19 années sous la direction du maître Hakutei. Ce dernier prétendait détenir les secrets du temple Shaolin du sud, situé dans le comté de Putian, en Fukuyen. Donc en fin de compte, les deux écoles venaient de là, et en plus, Jigoro Kano a appris les techniques de la lutte. Hein, si vous regardez le livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Judo Lutte Sambo, et je crois que c'est de Leplat, où on compare les formes de lutte de judo et de sambo, c'est exactement la même chose, avec un nom différent et un costume différent. Donc là, voilà pour le judo. Voilà. Pour l'aïkido, l'aïkido, Ueshiba disait lui-même que c'était une religion, c'était aïkido, le principe takemuzu, ça veut dire je me relie aux divinités, par l'unification des énergies, c'est-à-dire en unifiant mes énergies aux énergies de tout ce qui existe sur la Terre, je m'unis au divin. Donc c'est une religion. Et le karaté, la Butokukai ne l'a pas considéré comme un art martial parce que, c'était japonais, donc, c'était okinawayen, et Okinawa n'a été japonais qu'en 1879, et qu'il n'y avait déjà plus de samouraïs, donc la Butokukai n'a préservé que les écoles au départ de samouraï. Voilà, donc maintenant pour l'histoire des arts martiaux japonais, en gros, comme on dit, pour savoir, ça c'est le faux, et maintenant je vais vous dire ce qui a été déterminé comme le vrai. Alors là je vais vous citer des études qui ont été faites par Roland Maroto, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a pratiqué près de 50 ans d'arts martiaux, et c'est l'un des pionniers de l'école Takedaryu, voilà. Maruto-ha, méthode Maroto. Et donc il avait expliqué un petit peu l'origine des arts martiaux, la transformation des arts martiaux
Et donc j'ai pris cette étude comme base et j'ai élaboré une autre étude. Donc je vais vous détailler, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Donc je suis remonté jusqu'en 320 avant notre ère, où Alexandre le Grand introduit le pancrace grec en Inde. Alors là vous avez une étude qui vient de Georges Charles, qui vient de Sylvain Salvini et qui vient de Roland Maroteau. Donc c'est trois études différentes que j'ai amalgamées. Donc 320 avant notre ère, Alexandre le Grand introduit le pancrace grec en Inde. En Inde, le Kalaripayat, Varmakalai, est créé. En Chine, cela devient le Wushu. On dit apporté par Bodhidharma. Hein. Le Wushu, technique de combat militaire, qui a donné le Shaolin Kempo, la boxe pour les moines, et 350 formes de style à main nue aujourd'hui. Ceci est introduit au Japon au 5e siècle. Hein. J'avais parlé de Shotoku Taishi qui a amené au Japon toute la culture chinoise, je crois que c'est en 492. Vous avez ce qu'on a appelé jusqu'en 1600, Sengoku Jidai, l'ère des guerres internes, hein, où les familles de samouraïs se sont battues. Donc c'est l'âge d'or des samouraïs, l'âge d'or des ninjas en tant qu'espions, en tant que comment on peut dire, que bushi, on va dire que mercenaires, etc. On appelait ça aussi des scouts, hein, c'est-à-dire des éclaireurs. Et puis tout ça est terminé en 1600 à la bataille de Sekigahara, gagnée par Tokugawa, le premier shogun, on va dire. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avant Tokugawa? Il y a eu en 1542 l'ouverture au monde occidental du Japon, donc on commence à introduire les techniques militaires européennes, les mousquets à mèche, les fortifications en pierre, les armures de corps à plate, différentes méthodes de lutte régionale par les marins et les soldats, et de combat armé en corps à corps par les militaires escortant les ecclésiastiques. Hein. Ceci jusqu'en 1637, date à laquelle les Portugais et les Espagnols furent expulsés du Japon et les chrétiens japonais massacrés, les ports à nouveau fermés à tout étranger, à l'exception des Hollandais et uniquement dans les limites du comptoir de Nagasaki, sur l'îlot de Deshima. Il y avait un petit îlot où une sorte de camp de concentration où on amalgamait tous les étrangers, tous les bateaux venus de Hollande, et là c'est pareil, il y avait énormément d'espions qui venaient essayer de récolter quelques nouveautés, quelques curiosités du monde occidental, pour faire évoluer évidemment la civilisation japonaise. Et après c'est l'ère Edo. Donc l'ère Edo, qu'on a appelé ère Tokugawa, après la bataille de Sekigahara, le premier d'une grande dynastie de shogun, Ieyasu Tokugawa, prend le pouvoir, il instaure une paix pour plusieurs siècles, 3 siècles, dans toutes les provinces du Japon. Les guerres intestines entre seigneurs domanyo, les daimyo, sont étouffées par la stratégie politique. Alors la stratégie politique, c'était où on demandait aux daimyo de mettre une partie de leur famille à Edo, à Kyoto, pardon, à la capitale, Kyoto, qui était Kyoto à l'époque, et donc cette famille était otage. Et donc, en fin de compte, les daimyo qui étaient au départ contre Tokugawa, ce qu'on appelait les daimyo de l'extérieur, ne pouvaient pas se rebeller, puisque toute leur famille était otage. Ils avaient un pavillon dans la ville, et ce pavillon-là était surveillé. La famille devait habiter au palais, les domestiques aussi. Enfin, c'était vraiment, on peut dire, une prise d'otage et un contrôle total. Et là aussi, on a eu un art d'espion, un art d'espionnage par les ninjas d'Iga et de Koga. Hattori Hanzo, qui était au service de Tokugawa. De son côté, le shogun garde en otage à son palais, donc voilà, en tant qu'invité, une partie des familles des différents daimyo, empêchant tout espoir de rébellion. Des centres d'instruction militaire sont ouverts dans tout le pays pour former des samouraïs et les guerriers. Les arts martiaux y sont classifiés et enseignés par spécialité. Alors, on appelait ça les Bugei Johapan. Les Bugei Johapan, c'est les 18 arts martiaux, ou les 18 techniques d'art de combat nécessaires à un guerrier. Par exemple, il y avait le Bujutsu, alors le technique de bâton long, qui permettait après de se spécialiser sur le Bisento, le Naginata, le Nagamaki, le Jo, le Hambo ou le Yari. Ensuite, vous avez le Kenjutsu,
donc l'épée et les sabres, qui permettent de se spécialiser dans le bato jutsu, le yajutsu, le shuriken jutsu et le yawara qui a donné le jujitsu, puisqu'on disait si sur le champ de bataille vous avez perdu votre sabre, il faut pouvoir prendre une personne qui a un sabre, un mutodori, et lui reprendre son arme pour l'envoyer contre lui. C'était les seuls moments où vraiment on utilisait une technique à main nue sur un champ de bataille. Et c'est ces techniques-là qui reviennent au pancras du début, quoi, à la lutte, en fin de compte. Les techniques à main nue. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre effectivement le pancras, le kalaripaya, le wushu, arrivé au Japon, et plus les luttes des marins. Donc c'est à savoir qu'on a opposé deux sortes de luttes, on va dire. La lutte kumiuchi, dans la légende du Japon, dans le Kojiki, on parle des deux jumeaux qui ont lutté à la fondation du Japon, les deux grands jumeaux semi-divins qui ont lutté entre eux. Donc là c'est plus le sumo. Les sumo quand ils luttent, ils reproduisent donc cette bataille des deux jumeaux qui font partie des fondations du Japon. Et c'est vraiment la lutte Yoroi Kumiuchi qu'on fait sur le champ de bataille en se tenant par la ceinture. C'est ce qu'on voit dans le sumo. Avec quelques projections de jambes, où il ne faut surtout pas tomber sur le dos, surtout pas mettre une main par terre, parce qu'à ce moment-là, vous baissez la tête et quelqu'un peut vous tuer. Et là, ce qu'on appelle la lutte analytique, ou avec des clés de bras, avec des pressions, qui est plus près de ce qu'on appelait l'eskrima, l'art on retrouve chez Taillefer dans les luttes, et plus près de la lutte égyptienne qui est arrivée, lutte grecque arrivée après dans tout le bassin méditerranéen, et puis en Europe avec qui est devenu un complément de l'escrime à deux mains par exemple, ou de l'escrime. Donc déjà depuis l'Antiquité il y avait des différences entre des luttes plutôt militaires et des luttes utilisées sur les champs de bataille, et des luttes qui étaient déjà ritualisées, utilisées pour du spectacle ou des concours. Dans le monde grec, quand il y avait du pancras, du palais, c'est-à-dire la lutte et de l'orthopalais, la lutte au sol, c'était vraiment, on allait durant la trêve de Mars, faire les Jeux Olympiques à l'Olympe, pour désigner des champions. Donc là, c'est le seul moment où on entend parler de lutte, non pas spectacle, mais prouver qu'on était les plus forts, quoi. Rituelique en fin de compte. Avec des règles. Peut dire avec des règles. Oui, on peut dire ça, oui. Mais, et les marins, est-ce que c'était pour se battre ou... Alors voilà, effectivement, on en revient à deux choses. On en revient au combat rituelique qu'ont tous les mâles mammifères, après les poissons, je sais pas, mais les mâles mammifères, ils ont ce combat pour tuer, donc on en est au bujutsu, combat pour la vie, pour sauver sa vie, et on est au combat pour montrer aux femelles qu'on est le plus fort. Et là, c'est le combat rituelique. Je pense que tous les combats ritueliques ont toujours existé. Comme les gorilles, on gonfle le torse, on frappe, on fait peur. Si ça suffit, ça suffit. Le mâle a montré qu'il était le mâle dominant. Les sous-dominants et les dominés sont partis. Donc là, il n'y a pas eu besoin de combat. Et là, on épargne l'espèce. C'est-à-dire qu'un mâle d'une espèce ne tue jamais un mâle d'une espèce. On prend le principe des cerfs qui vont donner des coups de tête pour montrer aux femelles qui est le plus fort. Et quand le mâle dominant, si le vieux mâle est encore assez fort, eh ben, il garde le troupeau. Si le mâle il s'est fait battre par un plus jeune, eh ben, les femelles vont avec celui qui a gagné. Ça, c'est juste pour la survie de l'espèce, pour que les gènes soient des gènes fortes, que l'on transmet des gènes fortes au troupeau, et pas des gènes fatigués ou souillés, perturbés, biaisés par le temps. Et le combat pour tuer, si jamais il y a un loup qui s'attaquer au troupeau, à ce moment-là, le cerf, il ne va pas le prendre de face, il va le prendre sur le flanc pour l'éventrer. Ça, c'est la méthode pour tuer. Et l'homme, dès qu'il a commencé à fermer les poings, il ne sait plus se battre. Personne n'est jamais mort de 3-4 coups de poing dans la tête. Il y a que dans les films où on voit ça. Le poing, il est fait pour cueillir des bananes, pour s'accrocher aux branches. Il n'est pas fait pour casser une tête qui, elle, renferme le cerveau et la vie. Donc, quelque part, là, on saute sur la personne, on va l'étrangler, on va lui crever les yeux, on va lui arracher la moitié de
des oreilles et de la peau. Si on ferme les poings, c'est comme si on mettait un blunt hein, autour d'une flèche. Hein, on coulait du caoutchouc autour de la pointe de flèche pour pas blesser. Donc on va assommer, on va faire mal, on va faire des bleus. On joue au paintball avec des flèches, hein, c'est ça le principe. Et puis on dit, voilà, tu t'en vas, c'est moi qui tire le plus vite, c'est moi le plus adroit, c'est moi, voilà. Et ben là, c'est les bagarres de bar, là, les bagarres de bar, les combats rituels. Donc oui, est-ce qu'il y a toujours eu du rituel? Je pense que dans toutes les sociétés, il y a eu ça. Hein, que ça soit chez les Grecs, que ça soit chez les Romains, que ça soit... Il y a toujours eu, depuis qu'il y a eu deux mâles qui se disputaient pour une femelle, c'est-à-dire pour transmettre leur gène, il y a toujours ce combat rituel. Le problème, c'est quand on demande à une femme qui, elle, n'a pas de combat rituel programmé dans ses gènes, de fermer les poings pour faire « Ia, ia !» et là, c'est terminé, quoi. Elle ne sera plus jamais efficace. D'où les championnes d'arts martiaux ou de sports de combat qui se font violer, tuer par le Pékin moyen, qui lui ne sait pas se battre, mais elle non plus, mais elle le croit. Elle va donner des coups de poing et le type... c'est pas ça, alors qu'il suffisait de mettre les mains à la gorge ou dans les yeux ou taper sur les oreilles pour éviter d'être violé. Voilà. Donc, bon, j'en étais au Kenjutsu. Après, il y a l'archerie, le Yumijutsu, avec des grands arcs, des petits arcs, etc. Voire l'arbalète chinoise. Kusari Jutsu, l'art des chaînes. Le Kama Jutsu qui a donné la faux de guerre. Donc, le Kusari a donné le Kusari Fundo. Et le Kusari et la Kama a donné le Kusari Gama. Ensuite, il y a eu, depuis 1542, avec les armes des Hollandais et des Portugais, le Teppo Jutsu, qui a donné le Tai Ojutsu, donc l'art des on va dire, ça vient aussi des Portugais et des Hollandais, hein, comment faire un siège en balançant des canons, utilisant de tout ça. Et ça, c'est jusqu'en 1869, où là, le Japon commence à se tourner vers l'Occident, et à partir de là, ben, on arrive à voir effectivement le judo, parce que on est dans un feeling où tout ce qui était, tout ce qui représente. Alors, faut s'imaginer, hein, le Commodore Perry qui arrive avec les canonnières, hein, et à mon avis, il n'était pas le seul qui était là, avec plusieurs navires de plusieurs autres pays, qui se mettent à tirer à coups de boulet dans la baie de Yokohama, et les samouraïs qui sont là avec leurs arcs, leurs flèches et leurs arquebuses. Il regarde, il voit des types, il devait avoir des Enfield ou des Winchester peut-être à l'époque, les premières Winchester, et qui leur tirent dessus, des coups de canon, et eux ils sont là avec leurs bombardes chinoises ou leurs canons portugais du XVIIe siècle. Ils se disent on est foutus. Donc on va les accueillir, donc c'était déjà le principe Joy, le principe on accueille et on voit ce qu'ils ont à nous montrer, à nous apporter, le chemin de fer, le télégraphe, et puis on va utiliser tout ça contre eux plus tard. Donc le pays s'unit, les frontières provinciales intérieures disparaissent, les clans sont dissous, alors les armées privées interdites, les cas samouraï et bushi dissoutes, le port du sabre interdit, l'étude des arts martiaux est réservée aux soldats de la nouvelle armée impériale et la police, l'armée se modernise et prend modèle sur l'armée occidentale, allemande et française. L'étude des arts martiaux devenue obsolète est considérée comme une perte de temps en cette époque de modernisme. Donc il faut vite aller vers le pas perdre de temps, pas perdre une seconde pour aller pour étudier les arts militaires occidentaux. Alors pour donner un exemple, j'ai un très bon exemple, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc on est passé, si vous voulez, je vais vous trouver là, on est passé en gros hein, de ça. Ah, ça c'est Musashi, hein. Voilà, on est passé de ça, on est passé, est-ce que j'en ai d'autres bien sûr, hein, on est passé de ces combats à cheval avec des armures, etc., à ceci. Voilà. Le canon, alors ça c'est des uniformes allemands, hein, du 19e siècle, hein, mais vous avez les mêmes en français, hein, voilà. Alors il va balancer l'explosif, hein. Ici, guerre sino-japonaise, 1868, bon, il y a encore des résistants, alors c'est le principe du... c'est ce que vous voyez là dans le dernier samouraï, ça me fait un peu rigoler, mais voilà, la dernière guerre, hein, qu'il y a eu, où c'était non pas des samouraïs archers qui se battaient contre des samouraïs avec des mitrailleuses, mais bien des samouraïs avec des canons et des mitrailleuses qui se battaient contre des samouraïs avec des canons et des mitrailleuses, puisque... Takeda était quand même quelqu'un qui voulait, qui était très moderne. Voilà. Alors ça donnait en 1905, pour la bataille de Port Arthur,
des gens qui avaient des uniformes moitié français, moitié allemand, qui a donné plus tard ce que l'on connaît de l'armée japonaise. Hein. Donc ils ont bien absorbé effectivement toutes les techniques de guerre du Japon, enfin des Occidentaux, pardon, modernisées avec leur propre technique de combat, et ça a donné qu'ils ont gagné Port Arthur, donc ils ont gagné contre les Russes, ils ont attaqué la Chine, et après ils ont attaqué Pearl Harbor et compagnie, quoi. Mais bon, il faut voir que quelques siècles auparavant, c'était ça, quoi. Je veux dire, ils ont eu un Moyen-Âge jusqu'en 1868, les Japonais. Pour après, voilà, ce qu'on appelait le Jujitsu, c'est devenu le close combat, quoi. En uniforme. Ça, c'est l'art martial japonais, voilà. Puisqu'on parle d'art martial, voilà. Ce qui me demande la différence entre l'art martial et le sport de combat, voilà, ça, c'est ni du judo ni du jujitsu. C'est la transformation des arts primaires en technique militaire. L'arquebuse est devenu des fusils, et voilà, en 1970, autodéfense. Parce qu'ils avaient le droit d'avoir de l'autodéfense, mais n'avaient pas le droit d'avoir des soldats, une armée de guerre. Donc ça avait été décidé sur le Missouri. Voilà, 8 septembre 1951, traité de sécurité à San Francisco, où le Japon, dissolution des forces armées en 1945, et traité de sécurité à San Francisco, où on décide d'avoir une force d'autodéfense, le Jieitai. Voilà. Alors vous avez les deux. Hop. Ici. Alors ça commence à la réédition, et ça continue en 1951. Et maintenant, ils ont fait comme si rien n'était. Ils ont leur propre armée, ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont été en Afghanistan, ils ont été en Irak. Au départ de la première guerre de l'Irak comme soutien logistique, et après, en tant que soldats, ils sont mis à avoir une armée, sans que l'ONU soit dise oui, dise non. Voilà. D'accord. Donc le close combat a été conservé par les militaires japonais, quand même. Les techniques de close combat. Alors, les techniques de close combat ont été adaptées du jujitsu ancien pour les techniques de guerre, et pas forcément en passant par le judo. Pas forcément. Sinon, il aurait fallu, en gros, sinon ça voudrait dire que... Ils sont passés directement dans les Oui, parce qu'il y avait comme des gens, militaires. voilà, il y a quand même des gens qui gardaient les anciennes techniques dont parlait Roland Maroto. Il parlait de certaines écoles qui avaient été gardées plus ou moins secrètes, et non pas divulguées au tout venant, et qui n'avaient pas été transformées en judo. Il y a des écoles d'aikijutsu qui n'avaient jamais été transformées en aikido, des écoles de jujitsu qui n'avaient jamais été transformées en judo. C'est comme quelqu'un qui ferait du tir au fusil sans jamais jouer à l'airsoft. Donc, je vais continuer sur le tableau. L'étude des arts martiaux est devenue obsolète et considérée comme une perte de temps. Comme je dis, il fallait vite se tourner vers l'Occident et absorber toutes ces techniques. Alors, création des techniques martiales issues des bujutsu, ce qu'on a appelé les budo. Il y a déjà eu des budo, déjà, on va dire, assez tôt, puisqu'on a parlé tout à l'heure, là, d'une école qui a créé du judo. Hein. Alors, on parle de 1882, création du judo par Jigoro Kano, quand il avait 22 ans, à partir du Kitoryu, du Tenshin Shinryu, et qui était un Yoshinryu. Et en fin de compte... il a quand même surtout utilisé la lutte. Il le dit lui-même, hein, c'est dans ses mémoires, vous pouvez l'acheter, donc je ne l'invente pas. Hein, il me semble bien que c'est dans ce livre-là que je l'avais vu, et c'est assez connu. Maintenant, donc c'est pas la peine de vouloir faire un procès, parce qu'il y a des choses qui sont créées. Hein. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai vu. 1903, création du kendo par Abe Tate à partir de deux écoles de kenjutsu, le Hitoryu et le Jiki Shinkagiryu. 1936, création du karaté-do par Gishin Funakoshi, qui était okinawayen, non pas japonais, à partir du Ryukyu Tode Jutsu, qu'il introduit en 1922. Alors, on remonte pour le karaté, on va remonter 320 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand introduit le pancras grec, le pancras grec en Inde, le Kalaripayat
ça se transforme en Kalaripaya, qui en Chine va se transformer en Wushu, qui va arriver à Okinawa à la fin du XIVe siècle, qui va s'appeler le Naate, qui va arriver l'archipel d'Okinawa en 1879 est annexé par le Japon, hein, c'est-à-dire que ça devient une colonie japonaise. Une colonie japonaise, hein, comme nous, on prendrait le Maroc. Est-ce que le couscous est un plat français traditionnel? Non, donc le karaté n'est pas japonais, c'est ce qu'on m'a dit au Japon. Hein. 1879, le Japon annexe les Ryukyu. 1936, Funakoshi transforme le mot karaté, qui veut dire chinois, c'est-à-dire méthode chinoise. Donc karaté jutsu veut dire technique chinoise, et Kempo Karate Jutsu, technique de boxe chinoise, et Ryukyu Kempo Karate Jutsu, technique de boxe chinoise des Ryukyu. Et donc le T, c'est toujours la main, mais qui veut dire manière à ce moment-là. Quand on dit kara, ça veut dire main des Tang, ou si vous voulez méthode des Tang, méthode chinoise, méthode provenant de l'empire des Tang. Il utilise le mot kara, qui vient du Makahanya Aramita Shingyo, qui est un sutra bouddhiste, et où à un moment où on dit Shiki Sokuziku, Ku Shiki, c'est-à-dire en gros tout vient du vide et tout repart au vide, et Ku veut dire à ce moment-là vide, et Ku s'écrit kara, c'est la même chose. Donc il utilise la même chose, le même mot, il enlève le mot kara qui veut dire tang, chinois, et il met le mot kara qui vient de ku, qui veut dire vacuité. Et donc ça devient la main vide. Alors que les maîtres chinois expliquaient dans le Ubishi qu'il n'y a pas de technique de combat à main nue, ça n'existe pas de technique de guerre à main nue, que quand vous donnez un coup comme ça et un coup comme ça, c'est simplement que vous avez un bouclier et une épée, hein, ou une lance. Quand vous faites ça, vous chassez avec votre bouclier et vous piquez ensuite avec votre lance ou votre épée. Ou vous chassez en bas avec votre bouclier une lance et vous piquez avec votre lance. Mais vous ne parez pas comme ça une épée, ni une mâche, ni un marteau, comme on dit. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors, 1942, création de l'aïkido par Ueshiba Morei, à partir de différents jujutsu, du Daitoryu Akijutsu et de l'Omo-Tokyo. Voilà. 1945, reddition sans condition du Japon, occupation du pays par l'armée américaine. Autre tournant des arts martiaux. C'est un autre tournant. Peu de gens connaissent ça. Considérés comme étant le foyer ultranationaliste, les budo sont interdits. On n'est pas en art martial, on parle des budo, hein, c'est-à-dire des arts martiaux transformés déjà en espèce de... judo, c'était fait pour le commerce, et c'était de l'éducation nationale. On utilisait, c'est tard quand même, hein, dans les années 10-15, hein, pas avant, on a utilisé le judo dans l'éducation nationale. Au départ, c'était surtout utilisé pour être un agent d'exportation et pour redorer le blason du Japon, et pour redorer l'image du Japon. Donc, les budo ayant été militarisés à l'extrême depuis 1936, époque où le Japon conquérait l'Asie. Alors je vous remets la phrase. Hein. Considérés comme étant le foyer de l'ultranationalisme, les budo sont interdits, donc les budo modernes, hein, les dojos fermés et les instructeurs emprisonnés. Les budo ayant été militarisés à l'extrême depuis 1936, époque où le Japon conquérait l'Asie, allant de victoire en victoire, le gouvernement d'occupation, Supreme Command of the Allied Power, considère que le budo sont à la source de l'esprit suicidaire des kamikazes. En 1947, plusieurs sensei viennent pour exposer leur art interdit d'enseignement devant l'état-major des forces alliées, le General Headquarter. Ces sensei firent des démonstrations de leurs techniques édulcorées et simplifiées sur le modèle des sports occidentaux. Le General Headquarter autorise alors la pratique de ces sports d'opposition aux Japonais n'ayant plus rien à voir avec les samouraïs de l'ancien temps. Les arts martiaux sont enterrés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors là je ne parle pas du karaté, le karaté étant chinois, ayant été développé par les Yakuza au Japon et les immigrés, hein, dans les foyers d'immigrés, il y avait dans les Yakuza, il y avait surtout au départ des immigrés et des Japonais de basse classe, donc ceux qui ont, tout le monde le sait, développé le karaté. On parle de Tetsuno, on parle de... on en parlera, je préfère une vidéo dessus.
reçu, mais de ces premiers présidents du Japon, de karaté du Japon, ou premiers présidents de la Fédération japonaise de karaté ou mondiale de karaté, qui étaient, en fin de compte, des parrains mafieux et qui se faisaient appeler Godfather, donc le parrain, en disant qu'il avait une armée de je ne sais combien de milliers de karatékas qui pouvaient casser des grèves, parce que justement ce personnage, qui était président de la WAKO, de la Fédération de karaté, c'était un criminel de guerre qui avait d'ailleurs été sorti des camps, on peut dire, du bagne la veille de son exécution, pour justement repousser, on va dire, le syndicalisme du Japon, enfin pour lutter contre le communisme, hein. Donc les Américains l'ont libéré. Et d'ailleurs il y a eu des problèmes avec comment il s'appelle, celui qui était à Lima. Fujimori à Lima, parce qu'il avait stérilisé. Hein, Fujimori avait demandé à Ryoichi Sasakawa de venir stériliser donc 200 ou 300 000 femmes et autant d'hommes, de façon que le FMI puisse apporter de l'argent, mais que cet argent n'aille pas aux low people, et que ça soit pour le développement donc du Pérou. D'où qu'il a été d'ailleurs Cour internationale de justice. Au départ, il ne pouvait pas être expatrié, et je crois qu'il m'a dit qu'il était en prison. Oui, il est en prison. Voilà. Mais le président du karaté, non? Ah oui, il est mort parce qu'il a fait, comment on appelle ça, un fonds, à savoir, il a ouvert des écoles, il a ouvert des choses, c'est un petit peu racheté, comme les grenouilles de bénitier, les anciennes prostituées qui deviennent grenouilles de bénitier à la fin de leur vie. Il a fait beaucoup de fonds, il a fait beaucoup de choses, et quand il est mort, d'ailleurs, c'est l'ancien président de la Fédération française de karaté, Jacques Delcourt, qui s'est retrouvé président de la WAKO. D'accord. Il s'était barré, il avait été plus ou moins éjecté de la FFKMA, et il s'est retrouvé président de la Fédération mondiale de karaté. Mais les milliards qu'il avait détournés, on n'a jamais su où c'était passé d'ailleurs. Mais donc c'est pas le karaté qui représentait les arts martiaux? Non, pas du tout. Non, là c'était chinois, c'était fait par... donc c'est pour ça que je dis que la Butokukai n'avait pas voulu, elle avait appelé ça une espèce de danse indigène, en disant vous plaisantez, on va pas accepter ça dans la Butokukai, c'est les vertus du grand Japon, c'est les vertus guerrières du Japon, votre truc c'est une danse exotique qui se passe sur un plancher et n'a rien à voir avec les combats en armes sur des vallons, dans des forêts, sur des champs de bataille. Donc ils ont appelé ça une danse exotique. Ça correspondait pas au nationalisme japonais? Pas du tout, c'était okinawaïen. C'est comme si on nous demande est-ce qu'une danse rituelle indo-chinoise ou tunisienne ou algérienne ou marocaine à l'époque des colonies et qu'on en fasse un art martial français. Est-ce que le ministère de la Culture ou de la danse, je ne sais quoi, qui s'occupe de la danse, va dire des arts martiaux, pardon, va dire c'est un art martial? Non, c'est une danse en costume qui se fait dans une salle et ça a été développé par les immigrés dans un foyer d'immigrés. Et ça a la tête que des immigrés et des yakuza. Bon, c'est vrai qu'après, ça a été accepté, vu que les Yakuza dirigent les politiques, et que de rapport en rapport, en France aussi un peu pareil, avec la franc-maçonnerie, mais bon, surtout... ça a quand même été utilisé comme les autres budo, mais après 1945 finalement. Ça a été surtout utilisé pour blanchir l'argent de la drogue, de la prostitution des Yakuza, les grandes représentations. Voilà. D'accord. On avait vu quelque chose il n'y a pas longtemps là-dessus, qui avait été utilisé pour les box, les combats de boxe, il me semble. C'était les combats de boxe qui permettaient à des parieurs mafieux de blanchir leur argent, organiser des combats de boxe. C'était en fin de compte des paris, des boxes anglaises. Hein, c'était en fin de compte des paris qu'on utilisait deux boxeurs comme des chiens de combat pour blanchir l'argent de la drogue et tout ça par la mafia. Bon, ben, ça donnait la même chose où les Yakuza au Japon et à l'exportation, on va dire, avait emmené le karaté et utilisé les grandes démonstrations, les compétitions internationales et tout ça pour blanchir l'argent de la drogue et de la prostitution. Voilà. Mais ça vous trouvez ça partout, hein, j'invente rien. Et alors, juste avant de continuer... Donc ce que je veux dire, c'est effectivement le judo qui venait du jiu-jitsu, qui avait été déjà édulcoré avec l'aïkido, et le kendo aussi, ont été transformés en sport sur le modèle de la France.
enfin la France et l'Angleterre, puisque le mot sport vient de... Pour qu'il soit autorisé après la défaite Pour qu'il soit du Japon. autorisé dans les années 50 à continuer à être pratiqué au Japon et à être exporté en France dans les années 50-60 avec un nouveau visage, accepté d'ailleurs, ces sports sont dans des fédérations françaises. Tous ces sports, judo, aikido, kendo, sont dans des fédérations françaises de sport. Fédération sportive. On sait que la fédération française de judo le est judo, la plus grande de le judo du était monde, à la lutte. Le judo était à la lutte au départ, à la fédération française de lutte. L'aïkido aussi d'ailleurs, qui faisait après partie de la fédération de judo. Et le kendo, en fin de compte, c'était une sorte d'escrime. Tout le côté interne, tout le côté méditation intérieure et tout ça a été complètement chassé. Tout. On n'utilisait plus un art de combat pour développer une voie interne, hein, un dos, on utilisait ça pour faire du sport. Et donc on disait, ben voilà, le judo c'est bon pour la santé, le kendo c'est bon pour la santé, l'aïkido c'est bon pour la santé. Et par contre, en 1993, hein, le parti d'extrême droite perd le pouvoir, est détenu depuis 1946, devant le PSG, qui a 2 fois plus de voix. Parti de gauche, on va dire, les crimes de guerre japonais sont reconnus par le gouvernement, les arts martiaux cachés sont révélés et les livres d'histoire sont révisés. D'accord, là, on est en 1993. Et moi, j'ai connu ça au Japon. Tard, en fin de compte, mais il faut savoir que après, il y a la mort d'Hirohito. Il y a la mort de l'empereur. Donc, à partir de là, tous les crimes de guerre que personne ne voulait avouer, et le Japon ne voulait pas reconnaître, parce que ça allait retomber sur la maison impériale, puisque c'était l'empereur, l'empereur, qui est normalement représentant religieux, puisqu'il est le descendant de la déesse Amaterasu Mikami, donc c'est plus un pape qu'un empereur, mais bon, là, à cause des Français et des Allemands, et des Américains, le Tenno, donc, qui vient du ciel, le Tenno qui représente le ciel, donc c'est bien un pape religieux, un pouvoir religieux, s'est retrouvé avec à la fois la charge du shogun et la charge du pouvoir religieux, mais plus avec quand même le côté guerrier militaire, hein, représentant plus du côté guerrier, ce qui leur a coûté Pearl Harbor, pour Arthur et les Philippines par exemple, et bien d'autres. Donc en fin de compte, on a transformé le Japon, qui avait une tradition ancrée depuis des siècles, en un modèle européen, occidental, et puis ça a perturbé un petit peu tout cet équilibre-là. Je voulais vous demander aussi, vous disiez que les budo ont été considérés comme à la source de l'esprit suicidaire des kamikazes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus ? Alors moi j'ai vu ce texte-là... vu que c'était des voies d'épanouissement normalement à la base... Oui, avant 1936. Voilà, mais alors comment ça se fait qu'ils aient considéré ça comme des voies de conditionnement il suffit de regarder les documents de l'époque où on voit les enfants dans les cours d'école donner des cours de bambou, hein, et des coups de bambou comme ça, ils font du yari avec le vieux professeur là, qui leur balance des cailles. En fin de compte, et puis le karaté, le karaté a été utilisé pour ça. C'est pour ça que je crois que c'est Porto Carrero, je crois qu'il avait arrêté le karaté en disant j'ai compris que c'était fait pour faire des enfants kamikazes. Donc il a arrêté d'enseigner ça. Et en fin de compte, oui, le karaté et ces arts de lance, et le kendo aussi, avaient été utilisés dans les cours d'école pour militariser et discipliner les enfants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'aurait fait un bambou affûté contre un lance-flamme ou un char d'assaut ou même des personnes avec des fusils? Mais bon, le but était de dire aux enfants... on meurt, quoi. L'important est de mourir comme les samouraïs au combat. Donc, comme disaient les Gaulois, il faut mourir les armes à la main, sinon on ne va pas au paradis, ou les Vikings dans le Valhalla. Et là, c'était pareil pour les Japonais, il fallait mourir les armes à la main, même si on n'était pas de naissance noble. Hein. Comme on dit, les Japonais ont eu accès aux armes quand ils ont pris un modèle sur le service militaire à l'époque de Napoléon III. Quand les Français leur ont imposé leur manière de voir les choses. D'accord. Donc on a vu un peu le développement des différents budo, leur histoire et leur lien avec les arts martiaux traditionnels. Et du coup, je voulais savoir en quoi vous pensez que ces connaissances, qui sont facilement vérifiables par ailleurs, elles peuvent être dérangeantes aujourd'hui ? Elles peuvent être dérangeantes quand vous dites à des enfants, comme au karaté, voilà, on va faire la coupe du samouraï, alors qu'aucun samouraï n'a jamais fait de karaté.
par exemple. Donc D'accord. déjà on l'induit dans le faux. On veut lui inculquer, on va dire, soi-disant une culture, alors que c'est faux. Quand vous voyez j'ai rien contre parce que c'est gentil, mais quand vous voyez les vertus du Bushido affichées dans les vertus du karaté, karaté 1920 arrive au Japon, commence à devenir ultra militarisé en 1936, édulcoré en sport de combat dans les années 50, arrivé en France 51-52, développé en compétition, et on vous parle du Bushido. Aucun samouraï n'a fait ni de karaté sportif, ni de karaté okinawayen, ni ne s'est battu à coups de poing. Ça n'a rien à voir avec le Bushido. Le Bushido parle de la vie et de la mort. Le Bushido s'est fait quelque part en 1900. Mais c'est imaginé pour des gens qui ont la mort en face. Je dirais même quand Kenji Tokitsu dit voilà, on va prendre des livres comme le Gorin no Sho de Musashi Miyamoto, mais au lieu de parler comme disait Henri Play, au lieu de parler du sabre, on va parler de karaté jutsu. Vous remplacez les techniques de sabre par les techniques de karaté jutsu, ça n'a aucun sens. Vous avez un sabre, vous avez 4 personnes autour de vous, vous faites un grand balayage, vous allez couper la gorge de 5 personnes avec un coup de poing. Vous donnez un coup de poing, il y en a 3 qui vous sautent dessus. Ils vous maîtrisent et là vous prenez la tête par terre. Donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer un coup de poing avec une coupe au sabre. Coupe au sabre, c'est voilà, oui, c'est l'épaisseur de la peau. C'est 1 millimètre. Donc le sabre fait 90 cm, mes mains font 40 cm. Ah, donc je peux à 1m30, je peux couper si je me penche en avant, à 1m50, je peux couper quelqu'un. Même 3-4 personnes, vous voyez, dans un rayon d'1m50, avec un sabre, on peut tuer, on veut dire en 2-3 secondes, 5 personnes. Avec un coup de poing, on voit ça que dans les films de Bruce Lee, quoi. Mais avec un coup de poing ou un coup de pied, comment on peut tuer 5 personnes en l'espace de quelques secondes? Donc on ne peut pas dire le Gorin no Sho s'applique au karaté jutsu, au karaté do, au karaté comme on veut. C'est une technique d'art martial fait pour tuer et créée par les samouraïs ne peut pas s'adapter à un sport de combat ou une boxe chinoise. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a une boxe chinoise? Parce que les gens n'avaient pas le droit d'avoir des armes. S'ils avaient des armes, ils ne fermeraient pas les poings, par exemple. Voilà, en gros, l'histoire de l'art martial. Non, ce qui est faux, c'est de croire que judo et aikido sont des arts martiaux. Ce qui est faux de croire, c'est que le judo et aikido qu'on a actuellement est le même qu'il y a eu dans les années 30 au Japon. Et encore moins ce qu'il y avait avant l'ère Meiji en 1800. En 1800, il n'y avait pas de karaté au Japon. En 1800, le karaté était peut-être à Okinawa, hein, mais pas au Japon. Donc ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en 1800 on va dire 1850, il y avait du bâton, il y avait du sabre, il y avait du jujutsu, il y avait du kusarigama, il y avait du tir à l'arc encore un peu, il y avait travail avec des faucilles, et surtout beaucoup de combats en ligne, avec surtout les flèches. Il y a très peu de gens qui servaient d'un sabre pour pouvoir tuer. Hein. Les gens mouraient percés par les flèches, les bombardes et les arquebuses bien avant. Hein. Mais voilà, mais il n'y avait pas de karaté sur les champs de bataille, c'est pas possible. D'ailleurs, je pense pas que dans tous les films de Kurosawa, on arrive à voir, à part dans La légende du grand judo, où on parle d'une personne qui fait du kempo, qui vient, on va dire, attaquer Jigoro Kano, mais dans tous ces films-là, il n'y a pas un moment où on va vous parler du karaté, où on voit un samouraï en train de donner des mawashi geri, des ora mawashi, entre guillemets, qui viennent de la boxe française, de l'équipe de Henri Play, voilà, la famille Play, on va dire, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passait même dans le karaté au Japon. En sachant que les karatékas au Japon étaient tenus par les yakuza qui avaient les grands magasins d'arts martiaux et qui exportaient des tatamis, des kimonos. Voilà. Ça, il faut quand même garder ça à l'esprit. Si vous avez d'autres questions, c'est... D'accord, donc est-ce que on pourrait pas se dire, enfin, je me demandais si par rapport à ce que disait Kano au tout début, quand vous avez montré à l'interview, sur le fait que l'idée était de développer une envie de s'intéresser au Japon, on peut extrapoler ça à tous les arts martiaux. Voilà, finalement, est-ce que son but premier n'a pas fonctionné et il a réussi à intéresser l'Occident à la culture japonaise? Je pense que effectivement, s'il n'y avait pas le judo, personne ne serait intéressé pratiquement au Japon. Avant peut-être les années 50. Donc oui, il a réussi son coup. C'était un coup de pub, c'était un coup de promo. Il y a des termes modernes. En construisant ce mythe qui s'est développé, il a réussi à... Oui, mais je pense que
je veux pas citer parce que j'ai des camarades, mais bon, dans tous les systèmes de combat, on retrouve ça. Et d'ailleurs, je vais aller même jusque-là, aller plus loin. Vous avez quelques petites personnes qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont fait un peu de judo, un peu de penchak, un peu de krav maga, un peu de je ne sais trop quoi, donc des techniques de combat, hein, des sports, qui disent, je viens de créer ma technique de combat. Ils font ça pour qu'on s'intéresse à eux. Ils ont récupéré cette méthode Oui, publicitaire. regardez-moi comme je donne des beaux coups de poing, regardez, j'ai mon coup de pied de Bruce Lee, j'ai ma clé de, je sais pas moi, de Jiu-Jitsu, on peut pas dire une technique de Krav Maga, qui est déjà lui-même un mélange de différents sports de combat. Mais voilà, je fais tel coup de pied emprunté au kung-fu, tel que balayage emprunté, je sais pas moi, au judo, un petit revers de poing du penchak, et puis je crée mon style. J'appelle ça panic attack. Est-ce que le cinéma a finalement contribué en grande partie Oui, parce que le créer cinéma cette a fait ça. mythologie? Le cinéma a fait ça. Le cinéma a pris les coups de pied les plus spectaculaires de la capoeira, les techniques les plus spectaculaires du Viet Vo Dao, qui déjà était un mélange aussi, et les techniques les plus spectaculaires du taekwondo. Regardez la boxe américaine. La boxe américaine, c'est déjà un mélange de taekwondo et de boxe anglaise, puisque c'est John Rhee qui a inventé les règles de la boxe américaine. Donc c'était un mélange de taekwondo coréen et de points de la boxe anglaise. D'accord. Et du coup, alors j'imagine qu'il y a des personnes qui font du sport de combat consciemment, c'est-à-dire ils vont sur un ring, ils veulent s'amuser, bon là-dessus pas de problème. Il y a des personnes qui du coup croient faire des arts martiaux et espèrent, je pense qu'ils espèrent apprendre à se défendre et à se battre au 1 contre 1 à main nue. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux finalement, parce que s'ils se sont laissés tromper... Je prends un exemple. Hein. Quelqu'un qui a 20 ans, qui fait du sport de combat, qui s'entraîne à fond chez lui, qui a son petit sac de frappe, bam, 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 qui fait des étirements, qui travaille un petit peu sa concentration, etc. Bon, je pense qu'il a des chances à 1 contre 1 si le gars il est pas armé. Maintenant, le plus grave, ce sont les gens qui dépassent la quarantaine, hein, qui commencent à avoir du bide, et qui sont persuadés d'avoir fait durant leur jeunesse des arts martiaux, et qui là sont assez aigris, et qui s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils sont plus à la hauteur. Et ces gens-là, ils vont s'inventer une légende, quoi. Ils vont s'inventer, comment on peut dire, une histoire. Il y en a qui écrivent des livres, hein, qui s'inventent des titres, qui écrivent des livres en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis grand médaillé de la machin truc, je suis reconnu par mes pères, je suis reconnu par mes frères, je suis reconnu par toute la clique qui m'a donné des médailles, des titres, des troisième DEGEPS, machin truc et compagnie. Oui, pourquoi pas, bon bah voilà, j'ai des titres, mais bon, en gros ça sent le sapin, quoi, ça sent les béquilles, quoi, ça sent un petit peu l'arthrite, tout ça. Ça veut dire que bon, t'es plus valable, mais pour te rassurer, on te donne des titres, on te donne des médailles et on dit que tu es efficace. Et maintenant, est-ce que ces personnes-là auraient une chance contre 3-4 personnes avec un couteau ou même une personne avec un couteau? Non, je crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Ils veulent seulement protéger leur image, mais pour des jeunes qui veulent apprendre à se défendre, en fin de compte, ceux qui veulent faire vraiment des arts martiaux, ils vont à l'armée, mais... Ils vont s'engager à la Légion, hein, ceux qui veulent. Il n'y a plus de service militaire depuis 20 ans, donc les jeunes qui veulent apprendre à se battre, vaut mieux qu'ils aillent à l'armée. Et ceux qui veulent faire de la self-défense pour protection individuelle, quel est le bon état d'esprit à avoir en fin de compte? Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans un club Comme je dis, déjà au départ, vous savez que ça et ça, c'était au départ bouclier et arme. Donc si le gars il a une machette et que vous faites ça, vous n'avez plus de bras. La capoeira a été conçue contre les machettes. Et qu'est-ce qui se passe dans la capoeira? Il n'y a aucun blocage. Trouvez un arc, il n'y a pas de blocage. Déjà, pour vous défendre, vous pouvez faire des esquives d'aïkido. Vous pouvez faire du systéma, très bien. Vous pouvez faire la capoeira dans l'optique d'apprendre à esquiver. Maintenant, si vous trouvez des arts avec du blocage, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, vous bloquez pas une balle de fusil, vous bloquez pas un couteau, vous bloquez pas une machette... Et comme je dis, les machettes, ça coûte 5 francs sur le marché. Voilà. Un manche à balai, un manche de pioche, même un manche de pioche sur le bras. Moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas. Après, comme je dis, il y a une question d'âge. Voilà, comme on dit,
Le problème, c'est que encore une fois, je veux dire, faut pas comparer le petit japonais d'Okinawa qui fait 1,50 m, qui mange des algues et du poisson tous les jours et qui a des os comme du béton, et celui qui s'est tapé du coca et des produits laitiers avec du calcium non assimilable pendant 40 ans et qui va essayer de parier un coup et qui va se retrouver avec l'os qui va exploser, quoi, comme du verre, parce qu'il a les os complètement poreux, à cause de l'hyperacidification, des minéralisations et une mauvaise charge calcique que ses parents lui ont donnée parce qu'eux aussi, à l'époque de l'American Way of Life de l'après-guerre, le plan Marshall, on se sont mis à boire du coca et manger du chewing-gum et avec des laits fraises dans les milk bars. Voilà. Les milk bars. Et voilà, il faut, comme dit je ne sais qui, le grec, j'ai perdu son nom, si tu veux faire du pancras, regarde tes bras, regarde tes épaules, regarde tes reins. Est-ce que tu veux vraiment faire du pancras, quoi? Est-ce que tu es fait pour ça? Si tu n'es pas fait pour ça, fais autre chose. Donc je pense effectivement qu'il y a des gens doués par la nature qui peuvent se permettre de faire du Kyokushinkai, qui peuvent se permettre de faire jusqu'à un certain âge. Après, quand on avance son âge, il y en a qui se reposent sur leur, entre guillemets, laurier du combat que j'aurais pu faire, mais je t'ai pas fait, donc tu m'as obéi, je t'ai soumis, donc je suis le plus fort. Donc les gens, ils n'ont pratiquement jamais combattu, mais dans leur tête, ils sont forts. Et ils gardent cette idée-là à 50, 60 ans. Là, j'ai dit chapeau. Quand même, là, vous peut-être mieux se réveiller. Le plus tôt on se réveille, le mieux ça vaut. Le mieux ça vaut, parce que voilà, des gens qui n'ont combattu contre eux, en plus, et jamais contre des mecs qui savatent, faut qu'ils se réveillent. Alors la question c'était, si on est jeune, qu'est-ce qu'il faut faire si on cherche à se défendre à être dans la salle de défense, après... Ben moi je dis, faites du parcours, faites du systéma, faites de la capora, faites du parcours, faites un petit peu d'altéro pour apprendre à être très tonique, allez dans les clubs comment on appelle ça, sur les stades là d'athlétisme, hein, mais ça va vous sauver. Hein. La meilleure des choses, c'est courage fuyant. Hein. T'as 10 mecs qui arrivent avec une machette, on va pas dire attends, je vais te faire le kata machin truc et puis tu vas avoir peur. Hein. Le mec, c'est pas des ceintures blanches que t'impressionnes avec ta ceinture noire. Là, c'est des mecs qui arrivent avec des machettes ou des barres de fer. Là. Eux, ils en ont rien à faire. Hein. Ils sont sous cocaïne ou sous crack. Hein. Tu peux leur faire, tu peux sortir ton bide avec ta ceinture noire, tu les impressionnes pas. Ça, c'est important. Donc il vaut mieux courir, il vaut mieux apprendre à courir à ce moment-là. Mais pas dans ses rêves, il faut vraiment faire du sprint. Être conscient du réel, en fin de compte. Beaucoup de parcours, il faut faire du parcours, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Parce que pour faire du parcours, il faut déjà être courageux. Souvent, les gens qui font des arts martiaux, c'est des gens qui ont peur. Au départ, ils ont peur. Donc, qui font des arts martiaux, c'est des gens qui ont peur. Celui qui pratique l'art martial, le vrai, c'est le soldat, et le soldat, il accepte de mourir. Celui qui est sur un tatami, il dit « je vais te faire mal, mais tu auras le droit de rien dire. Parce qu'on est dans un club, parce que je suis plus gradé que toi, je te tape dessus, tu réponds pas. » Et c'est ces gens-là les plus graves, les plus dangereux pour eux. Ce sont ces gens-là. D'accord, mais merci pour... Voilà, donc je précise que cette étude, elle n'est pas prête de sortir, hein, ne vous inquiétez pas, messieurs, mesdames des fédérations. Elle n'est pas prête de sortir parce que j'en ai appris de bien belle ces 5 dernières années. Et au lieu de parler que de deux ou trois arts martiaux, j'aurais pu parler de la totalité des arts martiaux qui sont, j'allais dire, corrompus, tout le monde le sait, hein, des moments qu'il y a mise en copinage, il y a corruption. Non, mais je pense qu'au contraire, si telle personne de telle discipline peut me dire oh, tu sais, moi j'ai fait ça et fait ça, et mes élèves ils ont fait leur propre style et maintenant ils m'ont oublié, ils racontent leur légende, voilà. Un petit peu, on a connu ça dans le Bujinkan où Maître Hatsumi était allé voir Takamatsu Sensei pendant 15 ans, je crois, et puis son cousin Tanimura est venu voir sa femme, la femme à Takamatsu Sensei après sa mort, et vous trouvez après sur Wikipédia le Bujinkan, enfin le ninjutsu, avec Takamatsu Sensei, et en dessous, Hatsumi et Tanimura au même niveau. Alors qu'il y en avait un, il avait connu Takamatsu une fois, il avait fait un cours, il avait travaillé Temakura Tekuruma avec Takamatsu ce jour-là, et il était invité par Hatsumi Sensei, et on a dit, voilà,
ils sont au même niveau. Et on ne peut pas être au même niveau quand on s'entraînait 15 ans avec une personne et quand on s'entraînait qu'une fois. C'est pas possible. Donc il y a des gens, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour, quelqu'un qui faisait du penchak, qui se plaignait que son élève, qu'il avait formé lui-même, était parti voir d'autres professeurs dans les pays où lui avait été formé, et Charles Jousseau qui se plaignait, voilà, et que son élève, il avait piqué des techniques et des titres à ses propres professeurs à lui, à Charles Jousseau. Voilà, que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré. Mais voilà, donc en regardant justement Charles Jousseau qui se plaignait, j'ai vu Georges Charles qui disait à peu près la même chose pour le kung-fu, et je me suis dit, mais dingue, mais c'est un peu partout. Après, j'ai vu telle interview de tel maître d'aïkido, Tanaki, je vois un nom comme ça, qui disait la même chose pour l'aïkido, et là je me dis, mon bouquin, il est loin d'être fini. Alors, est-ce qu'on peut participer pour vous aider à si, étoffer cette étude? effectivement, Les gens peuvent-ils participer voilà. Oui, si vous avez le courage d'arriver jusqu'à la fin de ce truc, là, oui, pourquoi pas, à la fin de cette interview, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son, on dirait. Je sais pas, enfin voilà. Donc quelque part, si vous avez le courage d'arriver jusque-là, oui, effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des études, un jour ou l'autre, un collectif sortira, où on dira, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, tout ce qui s'est passé vraiment. Peut-être on va attendre que les gens qui sont coupables meurent. Comme disait Henri, attends que je sois mort. Je dis pas qu'Henri est coupable, Henri est coupable, mais il me disait, attends plutôt que je sois mort avant de publier ça. Bon, ce que me disait Henri, en fin de compte, quand je lui disais, mais en fin de compte, c'est bizarre, tu as emmené le karaté en 51-52 et tu as vu ce que c'est devenu. Il me disait, voilà, c'est comme ça. Donc il a jamais voulu s'étaler sur le sujet. Mais là c'est pareil, donc on va peut-être attendre que les principaux coupables soient décédés pour un peu lancer un petit peu la publication d'une grande étude. Mais pour le moment, rassurez-vous, j'ai bien d'autres choses à faire. Les 5 prochaines années, j'ai autre chose à faire que de publier ou d'étudier ça. J'ai d'autres projets. Mais bon, pour connaître le vrai, il faut connaître le faux. Donc c'est quand même intéressant de connaître le faux. Malheureusement, il y a des gens qui, un petit peu, hein, c'est comme un petit peu quand on a décidé que l'âge du bronze c'était moins 600, et tout d'un coup on trouve Otzi avec une âge de bronze et qu'on recule de 800 ans à l'âge du bronze. Tous les professeurs de fac qui ont formé des professeurs en archéologie et en ethnologie en disant que l'âge du bronze c'était ça, ils ont tort. On peut pas renier des faits historiques. Donc si les gens sont allergiques aux faits historiques et ils sont dans le révisionnisme martial, si on peut dire, eh bien oui, moi personnellement, j'ai d'autres sources que le docteur Justice que vous avez lu, les copains, quand vous aviez 13 ou 14 ans dans les années 70. Voilà, donc on n'a pas les mêmes sources, et si ces sources-là, si ces gens-là ont profité à des gens qui sont bien enrichis, grand bien leur face, et tant mieux pour eux. Maintenant, on est dans l'ère du Verseau, je crois, où il faut révéler les choses. Eh bien, les choses se révéleront de toute façon d'elles-mêmes. Quand une idée est venue, rien ne l'arrête. Voilà, quand l'idée est venue d'être révélée, rien ne l'arrête. Et ça, on n'y peut rien. C'est pour un petit peu faire évoluer l'espèce humaine. On arrête de rêver, on arrête de dire n'importe quoi, on arrête d'être dans les mensonges. Voilà. À quoi ça sert de mentir? On se fait du blé sur des pauvres licenciés qui, eux, ils sont persuadés que leurs techniques de combat viennent des maîtres qui ont tué un tigre à main nue ou d'un professeur qui a lancé un caille et qui a terrassé un héron. Parce que leur professeur a appris ça de leur professeur qui avait lu ça sur un mémo qui a été fait à la Fédé et dont le président avait lu le docteur Justice. Donc on arrête ça. J'ai des preuves, hein, j'ai des sacrés trucs qui peuvent être intéressants pour ça. On va arrêter là. Donc merci pour cette interview. Ouais, merci à vous. Et bonne année.